Bonjour et bienvenue dans Objectif 2023. Aujourd'hui, je reçois pour vous sur ces plateaux le secrétaire général du parti Engagement pour la citoyenneté et développement, SID de Martin Fayulu. Il s'agit donc du professeur Devos Kitoko. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Cléopâtre. Alors, la République démocratique du Congo a amorcé les réformes électorales. Comment évaluez-vous déjà ces processus à ce stade? Bon, à ce stade, nous pouvons dire que nous sommes mal partis. Et c'est pourquoi vous voyez depuis un temps la coalition Lamouka avec notre parti en tête, les SID. Nous sommes en train de mener des actions de protestation pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec la manière dont la coalition FCC cache élargie au débauché, communément appelée l'Union sacrée, est en train de conduire les affaires. Donc, depuis déjà 3 mois, la coalition Lamouka avait mis sur le marché public 2 propositions de réforme, dont l'une concernait la CENI, l'organisation et le fonctionnement de la CENI, et l'autre, la loi électorale. L'objectif principal des propositions de réforme de la CENI initiée par la Mouka était la dépolitisation totale de la CENI. Et par dépolitisation de la CENI, nous entendons du fait que les bureaux qui gèrent au quotidien les opérations électorales, du bureau de vote jusqu'à la publication, ces bureaux-là ne soient pas constitués de délégués de partis politiques. Nous, en tant que partis politiques, nous sommes des compétiteurs sur terrain. Nous ne pouvons plus être à la fois arbitres et joueurs au même moment. Donc, nous avons souhaité pour nous, de la Mouka, que le bureau de la CENI soit confié à la société civile, avec en tête les confessions religieuses, les mouvements citoyens, les organisations de la défense des droits des femmes, les organisations des droits humains, le Conseil supérieur de la magistrature et d'autres organisations de la société civile. Et nous nous disons, si au moins les pères spirituels, en tant que confession religieuse, dans leur neutralité, n'étant pas engagés dans la compétition pour les postes gouvernementaux, pouvaient nous permettre de faire une compétition à armes égales, de façon à ce qu'à la fin des opérations, qu'on procède au comptage de manière impartiale, de manière apolitique, de façon que les vainqueurs soient connus et que la vérité des urnes pour laquelle nous nous battons depuis des années et demie maintenant, soit du moins établie. Voilà. C'est pourquoi nous disons, la loi qui a été votée au Parlement, dans les 2 chambres, et qui est présentement envoyée auprès de M. Antoine Félix Tshilombo, cette loi, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Mais alors, tout à l'heure, vous avez dit que les processus des réformes électorales est mal parti. Ouais. Que reprochez-vous concrètement à cette loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI telle qu'adoptée par les 2 chambres du Parlement congolais? Voilà, nous reprochons 2 choses. Nous reprochons la forme en termes de procédure et nous reprochons le fond. Au niveau de la forme, nous avions souhaité que les prochaines lois électorales fassent l'objet d'un consensus national. Ce consensus national que nous avons voulu, nous l'avons proposé dans les termes qu'il fallait que l'Union sacrée, avec en tête M. Antoine Félix Tshilombo, dans l'Union sacrée, vous trouvez les débauchés de la Mouka et vous trouvez les transhumants du FCC. Union sacrée. Mais vous avez aussi d'autre part les FCC originels où il y a des résidus restés fidèles à M. Kabila. Et de l'autre part, vous avez la coalition Lamouka avec Martin Fayulu et Adolphe Muzito qui sont restés dans l'esprit de la convention de Genève.
Voilà. Maintenant, là, les trois parties prenantes devraient se retrouver autour d'une table, discuter avec des propositions contradictoires et dégager un consensus. Madame, vous allez me dire que c'est extra-parlementaire, ce n'est pas logique. Mais je vais vous informer que l'actuelle loi en vigueur qui nous a conduit aux élections avait d'abord commencé des discussions au niveau du centre Nganda. Après, nous sommes allés à l'hôtel du fleuve. C'est la monture qui était convenue entre la société civile et les politiques qui avait été ramenée au Parlement pour être entérinée. Et vous estimez qu'il était important de vous retrouver? Il était important qu'on se retrouve parce que nous disons pas de délégués des partis politiques au bureau de la CENI. Si les politiciens voudraient avoir un regard dans les opérations électorales, les politiciens doivent se retrouver au niveau de la plénière où les parties prenantes que je viens de vous citer devraient envoyer deux personnes au niveau de la plénière. Mais la gestion au quotidien des opérations électorales qui sont de la compétence du bureau, on devrait dégager des délégués des politiciens. Mais vous estimez que la présence de délégués des partis politiques pourrait influencer quelque chose? Oui, faut pas, nous avons déjà l'expérience. Il ne faut pas être juge et parti à la fois. Nous allons en compétition pour chercher les voix. Ne me mettez plus là où je peux obtenir les voix en dehors du souverain primaire. Nous l'avons constaté. Madame, si vous mettez les politiciens au bureau de la CENI comme on l'a fait, il va arriver un moment, ça sera un ligablo, que les délégués des partis vont se partager, qui autant on se partage, et puis on proclame et on dégage un consensus. Nous l'avons vu les élections passées. Madame, vous savez qu'en 2006, il y a eu des contestations électorales. Il y a eu des morts dans cette ville. En 2011, Etienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, et nous-mêmes qui l'accompagnons à l'époque, nous avons contesté les élections, les résultats. Il y a eu des morts. Et 2018, vous en avez des preuves, l'histoire est immédiate. Est-ce que nous devons continuer à engager les pays dans un cycle infernal d'illégitimité et de crise post-électorale? Donc, nous avons trouvé qu'au niveau de la forme, les passages en force dans lesquels les conglomérats des fraudeurs qui n'avaient pas voulu respecter la volonté du peuple est engagé, ce passage en force est très dangereux pour l'avenir de notre pays. Parce qu'on ne considérera pas ça. Ça, c'est au niveau de la forme. Maintenant, au niveau du fond, madame, si nous pouvons dire que la MOUCA veut proposer un bureau de la CENI constitué de 17 personnes et que nos amis à l'Assemblée nationale ont proposé une monture du bureau de la CENI constituée de 15 personnes. Donc nous avons une différence de 2 personnes. Ce n'est pas grave. Mais dans le fond, la proposition initiale de Christophe Lutundu, l'actuel ministre des Affaires étrangères, avait créé un équilibre dans son esprit que les 15 personnes, on devait prendre 5 de la majorité, 15 de l'opposition et 15 de la société civile. Nous nous disons, maintenant qu'on vient de mettre en place les bureaux, qu'est-ce qu'on fait? On prend 7 membres pour les bureaux parmi les 15. Et parmi les 7 membres qui vont constituer les bureaux de la CENI, la société civile n'a qu'un seul membre qui est le président de la CENI. Les 2 vice-présidents vont provenir des politiques. Un vice-président pour l'opposition, oui. Un vice-président pour la majorité au pouvoir. Et je vais vous informer, Madame Cléopâtre, écoutez-moi, parmi les 7 membres, l'Union sacrée en a pris 5. De quelle manière? À elle seule. Mais c'est ça, ils se sont attribués. Parce qu'ils se disent majorité. Et ils ont laissé à ce qu'ils appellent opposition, mais nous les appelons les jumeaux. Ici, de la seconde grossesse du couple FCC cache. M. Kabila avec l'Union sacrée et M. Kabila plutôt avec le FCC original et M. Antoine Félix Tshilombo avec l'Union sacrée. Les deux sont les produits qui viennent
du braquage électoral du 30 décembre 2018. Donc, ils sont là, ils se sont interchangés les rôles. Mais c'est Kabila qui, au départ, avait la majorité parlementaire et qui se disait, lui a la majorité, Félix n'a pas gagné les élections et ils font la coalition. Maintenant, des années après, c'est Antoine qui reprend la majorité et renvoie Kabila dans l'opposition. C'est ridicule dans une démocratie. Mais vous, en tant qu'opposition, vous avez le poste de deuxième vice-président. Non, ça vous arrange ou pas? C'est pourquoi je vous dis ceci. Dans la logique, dans la logique parlementaire, logique dans laquelle nous ne souscrivons pas. Dans cette logique, la majorité, c'est Antoine et Félix Tshisekedi avec le conglomérat de l'Union sacrée. Et l'opposition, dans leur entendement, c'est M. Kabila qu'ils ont renvoyé dans l'opposition pour jouer les rôles qu'ils jouaient avant. Alors que donc, ce sont les jumeaux. Ça serait quoi? Nous avons dit non, nous ne sommes pas dans cette logique institutionnelle. Mais vous êtes quand même dans l'opposition. Vous savez vous-même qu'après le braquage électoral, nous sommes inscrits dans un cadre purement de la résistance. Et voilà pourquoi nous avons besoin d'un compromis extra-institutionnel. Nous réclamons les discussions avec nos amis dans les institutions, en dehors des institutions, parce que l'Assemblée nationale... Vous pensez que c'est primordial maintenant? Madame, l'Assemblée nationale et le Sénat, qui devraient servir de cadre de discussion en tant que représentation nationale, vous voyez ce qui s'est fait. C'est une Assemblée nationale et un Sénat que M. Kabila a fabriqué à son image et qui malheureusement aujourd'hui est en vente en termes de troc. Députés kabilistes contre 14 000, députés kabilistes contre une Jeep, et tout bascule. Comment vous pouvez demander au commandant du peuple, Martin Fayulu Madidi, le président élu, de ramener le destin de ces pays dans les mains des gens qui se vendent en troc? Madame, c'est le troc. Vous avez une Jeep, vous changez de camp et vous faites la volonté du nouveau maître. Alors, et c'est ouvert. Nous venons, je termine par là. Nous venons de faire un point de presse au niveau de notre parti. Les 4 députés de l'ECD qui sont à l'Assemblée nationale sont venus dénoncer la corruption à ciel ouvert. La corruption est honteuse. Ce qui se passe là aujourd'hui, c'est une honte nationale. Comment vous pouvez expliquer que dans une assemblée de représentation nationale, qu'un président qui se dit de la République se réveille un matin et il dépense 27 millions de dollars pour faire des dons aux fonctionnaires, aux agents de l'État les mieux payés de la République, les députés nationaux et les Sénats. Vous avez des preuves? Nous avons des preuves. Nous avons des preuves, c'est l'élément sonore. Là où l'ancêtre de nos enfants, le Kokombos, est en train de dire aux députés que les Jeeps qui sont arrivés à Boma devraient être servis uniquement aux députés de l'Union sacrée. Mais pour montrer la grandeur d'âme, la bonté de ce que lui appelle le chef de l'État, nous allons élargir ces dons même aux députés de l'opposition. Madame, si nous y reviendrons peut-être à la fin, mais je m'aimerais dire, les CID, tout comme plusieurs autres organisations de la société civile, y compris l'Église catholique et l'ECC, vous insistez sur la dépolitisation de la CENI. Après cela, vous voudriez concrètement qu'est-ce que soit fait? Ce que nous voulons, nous voulons une CENI dont le bureau n'est pas constitué par les délégués des partis politiques. Nous voulons une CENI dépolitisée qui pourra conduire les opérations électorales dans l'impartialité et l'indépendance totale. Nous avons besoin d'un processus crédible, libre et démocratique. Madame, moi je ne sais pas qu'est-ce qui fait mal à ceux qui pensent être populaires de confier les opérations électorales à des organisations neutres et que vous, là, qui vous sentez fort, populaire, sur le terrain,
que vous puissiez venir avec nous, nous nous affrontons pour que les meilleurs gagnent. Qu'est-ce qui gêne? Mais en dehors de la dépolitisation de la CENI, que voudriez-vous d'autre? Nous n'avons pas d'autre chose. Il n'y a que cette question nous n'avons pas d'autre. Parce que les gens d'ailleurs devraient nous féliciter, madame. Parce que nous, avec toutes les compétences, les valeurs morales dont nous faisons preuve, nous ne réclamons pas un poste à la CENI. Ils nous ont tendu les pièges. Ils nous ont appelés en catimini pour dire que si vous acceptez, vous prenez le poste de vice-président de la CENI au détriment de leur allié, le FCC. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas faire une alliance de traîtres. Les traîtres se trahissent toujours. Et nous avons dit non, ce que nous voulons, c'est pourquoi nous nous battons. Ce n'est pas pour avoir un poste, madame. Non, c'est pas pour avoir un poste. Parce que si on avait besoin de postes, on aurait vendu notre âme, notre caractère, notre personnalité pour acheter un poste comme ils ont fait avec M. Kabila. Nous avons besoin que ce pays fonctionne selon les normes modernes de gestion de tous les pays du monde. Pourquoi on peut priver aux Congolais le pouvoir et la capacité de se choisir librement leurs dirigeants et qu'on mette en place des structures de prévision de fraude juste pour contourner les choix du peuple? C'est manquer du respect à ses compatriotes. Voilà, les dernières mises à jour, mises en place, effectuées dans différentes juridictions, dont la Cour constitutionnelle, ne vous inquiète pas? Madame, nous avons déjà, à son temps, dénoncé la manière cavalière dont les animateurs de la Cour constitutionnelle ont été mis en place. Mais à chaque période, à chaque moment, il y a un combat qu'il faut mener. Il ne faut pas tout prendre en la fois. Vous avez peur de quoi ou vous redoutez quoi? Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur de qui que ce soit parce que nous avons notre peuple. Madame, si nous on avait peur, on serait déjà à la mangeoire. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour avoir le commandant du peuple? Qui est-ce qu'on n'a pas envoyé? Les Américains, les Français, les Britanniques, les confessions religieuses. Tout le monde a contacté le commandant du peuple, le président élu Martin Fayulu. Mais il a décliné l'offre de l'association avec ceux qui n'ont pas voulu respecter la volonté du peuple. Mais il les a pardonnés. Il a dit, tournons-nous vers l'avenir. Et l'avenir, c'est quoi? L'avenir, c'est engager le peuple dans les réformes institutionnelles. Je l'avais déjà dit auprès des médias partenaires. Nous avons accusé Kabila d'avoir institué une dictature. La dictature s'enracine dans les structures et dans les normes. Maintenant que nous voulons déboulonner le système Kabila, pour le déboulonner, il faut changer les lois uniques et les structures personnifiées et mettre en place les lois générales impersonnelles et les structures modernes de gestion. Mais vous voulez enlever Kabila pour le remplacer en restant avec les mêmes règles du jeu des antivaleurs. C'est votre inquiétude? Notre inquiétude, c'est que nous ne voulons pas déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Nous ne sommes pas battus contre l'injustice de Luamba pour les remplacer par l'injustice de Kalouba. Nous ne sommes pas battus pour remplacer Nanga et trouver un certain Kadima. Et c'est un regret que vous êtes en train d'exprimer. Ce n'est pas un regret. Je suis en train de vous exprimer le fil conducteur de notre combat. C'est un combat impersonnel. C'est un combat de règles et de procédures. Un combat pour un état de droit. Un véritable état de droit. Pas un état de droit politiquement orienté vers des chansons. Non. Dans la pratique. Voilà, nous disons ceci. L'impression que M. Félix Antoine Tshilombo nous donne, c'est que la nation congolaise s'était battue pour enlever les individus et les remplacer par d'autres individus en gardant les mêmes règles du jeu. Ce n'est pas ça. C'est pas ça, madame. Ce n'est pas ça. Si c'était cela, mais pourquoi moi je serais en opposition et en combat permanent contre lui, mon frère de tribu,
et m'attacher à Martin Fayulu avec qui je n'ai aucun lien de province ni de tribu. Même pas de langage. Même pas de langue. Pourquoi? Parce que si c'était tel que eux pensent, tout c'est tout. Notre affaire, notre tour. Je serai avec eux parce que ce sont mes frères. Il y a aujourd'hui la loi électorale qui doit être aussi réformée. Comment entrevoyez-vous la suite? Nous disons ceci. Nous avons déjà une proposition de réforme de la loi électorale. Des opérations électorales à partir des bureaux de vote jusqu'à la publication des résultats en passant par les autres opérations de compilation. Nous avons proposé le mot de scrutin. Ce que nous voulons, c'est quoi? Nous voulons que les amis qui sont dans ce conglomérat des députés nommés par Kabila comprennent qu'ils n'ont pas la légitimité d'engager le peuple et qu'il faut un cadre extra-institutionnel où nous devons nous retrouver pour regarder ce qu'ils ont comme proposition, ce que nous avons comme proposition et dégager un consensus national. Sur un dialogue entre vous? Mais, pas peut-être un dialogue, parce que le dialogue a une connotation péjorative de partage de postes dans notre pays. Et vous parlez nous parlons de la place? de discussions politiques. Autour d'une table. Autour d'une table. Avec les parties prenantes qui sont clairement identifiées. Qui sont ces parties prenantes? Les parties prenantes sont lesquelles? Aujourd'hui, toute la crise. Je sais que la manière dont le pays évolue, c'est parce qu'on contourne les véritables acteurs. Vous avez 3 acteurs dans ce pays et qui se battent. Et si on ne fait pas attention, même l'issue de ce que nous préparons sera fatale. Les 3 acteurs sont les suivants. Vous avez M. Kabila avec les FCC original. Ce sont eux qui ont opéré le braquage électoral. Ce sont eux qui ont opéré le hold-up électoral. Ce sont eux qui ont saboté le choix du peuple. Mais ils ont senti que les pressions nationales et internationales ne leur permettaient pas de conserver les biens volés. Et ils se sont tournés pour trouver quelqu'un sur qui ils pouvaient se décharger. Et ils ont trouvé M. Antoine Félix Tshilombo. Et on a fait de lui président de la République. C'est la CENI qui a proclamé maintenant qu'il est là, il faut faire avec. Mais parce qu'on a fait de lui ce qu'il est, il faut faire avec. Il s'impose. La CENI l'a proclamé comme président de la République. C'est ce que je vous dis, madame. Comment vous êtes en train d'insinuer qu'il madame, je vous dis que les institutions qui étaient personnifiées et personnalisées répondaient à la logique et aux ordres d'un individu, ont fait de lui président de la République. Ça, nous le disons chaque jour à qui veut nous entendre et c'est pourquoi nous sommes dans la résistance. Alors maintenant qu'il est là, comme président de la République, nous nous disons c'est un président de fait, on faut faire avec. Mais de l'autre côté, il y a celui que le peuple avait choisi, le commandant du peuple, Martin Fayulu Madidi. C'est lui le symbole de l'expression du choix du peuple. Maintenant, M. Kabila dit qu'il est roulé. M. Antoine Félix dit qu'il a échoué 2 ans après parce que Kabila l'a bloqué. Mais Martin Fayulu dit, vous disputez un bien volé, c'est à moi. Mais qu'est-ce qu'il faut? Mais pourquoi, il faut que les 3... Pourquoi dans l'opposition, il y a seulement vous qui êtes agité, pourtant le camp Kabila est ici calme? Non, mais le camp Kabila n'est pas dans l'opposition. Le camp Kabila est au pouvoir. Non, le camp Kabila est dans l'opposition. Non, madame, dites-moi, tous les mandataires de l'État qui gèrent les entreprises publiques aujourd'hui sont de quel bord politique? Tous les bourgmestres en fonction aujourd'hui, à travers le pays, les administrateurs des territoires sont de quel bord politique? Les gouverneurs de province qu'on est en train de chasser un après l'autre sont de quel bord politique? Il n'y a que la transhumance. Ils sont au pouvoir. Le fait de manquer de ministres parce qu'ils étaient fâchés de la manière dont le butin du braquage électoral a été partagé ne fait pas de l'opposition. C'est une simulation pour dire que voilà, nous aussi. Non, voilà, madame, moi je vous dis que M. Antoine Félix Tshilombo et M. Joseph Kabila sont les produits d'un même processus du hold-up électoral et leur sort politique, leur avenir politique est lié. L'un ne peut pas fonctionner dans le contexte actuel sans l'autre. La preuve est là et qu'à la CENI, sur les 10 postes réservés
au pouvoir et à l'opposition, Félix a pris 6 et Kabila en a pris 4 dans la répartition. Mais c'est clair ça. Pourtant, donc, vous aussi, vous êtes dans cette opposition. Non, nous avons dit, nous ne voulons pas nous mêler dans ces combines-là. Sortez de là. Venez autour de la table, en dehors des institutions. Nous savons tous que les députés et les sénateurs... Aujourd'hui, la priorité, c'est sortir de ces cadres, organiser une rencontre... Voilà, nous n'avons pas besoin de discuter avec eux dans des institutions illégitimes. Mais nous avons marché, madame. Vous êtes journaliste et vous avez plus de mémoire, d'éléments que moi. Nous avons marché dans cette ville, l'UDPS et nous, pour dissoudre ce parlement. Nous avons contesté ce parlement-là. Mais dites-moi, à quel moment on a organisé les élections législatives anticipées pour transformer la majorité jadis de M. Kabila et la transférer à Tshilombo? À quel moment? À quel moment? Ce sont des intrigues politiques existentielles qui sont à la base de toute cette transhumance politique, des transferts obscurs, moyennant l'argent que nous avons dénoncé aujourd'hui. On a parlé de 10 000 $ par député, 14 000 $. Et aujourd'hui, ce sont des jeeps. Comment vous pouvez accepter des choses comme ça? La loi sur la CENI doit être promulguée par le chef de l'État. Est-ce qu'on peut dire autant que vous avez perdu la bataille à ce stade? Non, nous n'avons pas perdu la bataille. Nous sommes en train de nous battre. Vous savez que M. Ngobila a signé un arrêté portant réglementation contre les mesures, portant réglementation pour protéger les gens contre la Covid-19. Vous savez, non? Et parmi ces mesures-là, M. Ngobila signé, promulgué, diffusé. Parmi ces mesures-là, il y avait la mesure qui stipulait qu'il fallait que les transporteurs prennent la moitié de leur capacité habituelle. Où sommes-nous? Le peuple s'est opposé et nous sommes revenus. Vous voulez me dire que en une journée, la Covid dans les bus a disparu, elle est restée seulement dans les bars et autres. Non, c'est vous dire quoi? Quand un peuple s'oppose à une mafia institutionnelle, comme l'a dit M. Antoine Félix Tshilombo à l'est de la République, que au Sénat il y a la mafia, dans l'armée il y a la mafia. Maintenant, le scandale de Mbosso vient de démontrer qu'à l'Assemblée nationale, il y a la mafia. Et les dossiers Kamere avaient déjà démontré depuis longtemps qu'à la présidence, il y a la mafia. Vous estimez que de ces côtés-là, vous n'avez pas perdu la bataille? Non, jusque-là. Nous n'avons pas perdu la bataille parce que nous croyons que les gens vont revenir au bon sentiment. Et s'ils ne reviennent pas au bon sentiment, parce qu'il y a la possibilité que cette loi, si M. Tshilombo comprend que la fraude ne l'arrangera pas ou ne l'arrangera plus pour la deuxième fois, il peut renvoyer cette loi pour une seconde lecture et à ce moment-là, il y a une fenêtre pour que nous puissions nous retrouver. Alors, mais s'il fait le passage en force... Il y a un député de l'ECD, Jean-Baptiste Kassikwa, qui a appelé le chef de l'État à renvoyer cette loi au Parlement. Est-ce cela est faisable? Bon, c'est notre souhait. Aujourd'hui, notre souhait, c'est de revenir à la raison. Madame, vous savez, vous ne pouvez pas continuellement penser que la fraude va arranger les choses. Vous ne pouvez pas éternellement penser que s'engager dans un processus de fraude pour continuer à être contesté toute votre vie, ça va arranger les choses. Non. Il y a le temps, il y a le moment. Nous avons encore beaucoup de temps de remettre les choses sur les chemins. Mais vous avez suivi, la CENCO s'est prononcée. Ils ont dit que le vote de cette loi n'est pas de nature à garantir un processus électoral crédible, la sécurité, la stabilité post-électorale. Il faut être à l'écoute. Et nous pensons que la manière dont notre frère a été contesté et la manière dont il est contesté par rapport à l'élection présidentielle passée, il faut se ressaisir. Madame, c'est la première fois dans l'histoire. Je vous dis, consultez les annales. C'est la première fois dans l'histoire du monde et de l'Afrique qu'un président en exercice de l'Union africaine, il y a une réunion de G7, de G20, les grandes puissances, on invite les sortants, quelqu'un d'autre. Pourquoi on n'a pas invité Félix par les grandes puissances?
Donc vous comprenez, il y a un problème. Nous ne pouvons pas garder le pays dans un cycle d'incertitude en rapport avec la légitimité des dirigeants et des institutions qu'ils animent. Donc vous essayez de dire que vous allez peut-être manifester ou... nous avons déjà commencé les manifestations. Pour que cette loi soit encore envoyée au Parlement? Nous avons déjà commencé les manifestations de protestation. La jeunesse de la Mouka était à la Senko, ils étaient à l'ECC pour demander à ces deux grandes confessions religieuses de ne pas envoyer l'unique membre qu'on leur a donné au bureau de la CENI et de contester cette politisation à outrance de la CENI. Et nous allons continuer. Nous étions au Parlement. Il y a eu 17 membres de l'ECD qui étaient arrêtés. Ils ont passé nuit au cachot. Avec en tête Serge Ouello, le secrétaire national en charge de la jeunesse de l'ECD. Ils ont été libérés hier. Mais donc, nous continuons ce combat-là et nous pensons que les gens vont revenir au bon sentiment. Il y a Lisa Peterson, la sous-secrétaire d'État américain chargée de la démocratie, qui a effectué récemment une visite à Kinshasa. Elle a notamment rencontré Martin Fayulu. Elle a insisté sur l'organisation des élections réellement crédibles et dans les délais tenables vu le retard déjà accumulé dans ces préparatifs, selon vous? Non, il n'y a pas de retard, madame. Il y a un problème de volonté politique. Il y a un problème de volonté d'organiser les élections. Et pas seulement de les organiser comme Kabila l'avait fait, mais organiser les meilleures élections pour mettre fin Ou je dois poser ma question autrement. Est-ce que vous estimez qu'il y a volonté politique pour organiser les élections dans les délais? Bon, nous ne voulons pas croire à des paroles d'évangile. Nous sommes en train de pousser pour que les élections se tiennent. Nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que les dirigeants qui sont au pouvoir actuellement sont issus d'un processus de fraude. Vous êtes en train de pousser alors que le chef de l'État a insisté. Il a dit qu'il y aura des élections en 2023. Quelle est la crédibilité que vous pouvez accorder à des institutions et à des animateurs issus de la fraude électorale? Ils ne peuvent vivre que du processus qui leur a donné naissance. La fraude, la corruption. Vous le voyez. Vous le voyez. Donc, nous ne pouvons pas croire aux fraudeurs. Nous ne pouvons pas croire aux corrupteurs et aux corrompus. Nous avons besoin de faire pression pour qu'ils comprennent que le peuple a besoin des élections en 2023 et c'est la ligne rouge. Nous n'avons pas 2-3 jours à ajouter au-delà de décembre 2023 sans élection. Donc vous estimez qu'il n'y a pas de retard, mais il n'y a pas de volonté politique. Il n'y a pas de retard, madame. Non plus. Non, nous pensons que nous sommes dans les temps. Nous sommes dans les temps. Si vous êtes dans les temps, pourquoi vous poussez, Nous poussons parce qu'ils retardent les choses en mettant en place des lois uniques, politisées et personnifiées. Et comment quand vous regardez la composition du bureau, mais vous voyez vous-même que c'est Tien Ligablo. Comment vous pouvez mettre en place un bureau de la CENI constitué de 7 membres ici d'une même mouvance politique? C'est honteux même aux yeux des observateurs. Vous ne pouvez pas parler de neutralité. Vous avez un bureau de 7 membres constitué de 5. Donc, ce qu'ils appellent opposition là, n'a que le deuxième vice-président et les rapporteurs adjoints. Tous les postes, l'union sacrée. Mais comment vous pouvez comprendre des choses comme ça? Voilà pourquoi nous disons, nous aimons beaucoup la RDC. Et nous aimons beaucoup ces pays. Et nous aimons beaucoup les Congolais. Nous ne voulons plus que le sang coule. On en a assez. Le sang coule à Nituri, le sang coule à Beni, le sang coule à Minembwe, le sang a coulé au centre avec le Kamwana Sapou, le sang a coulé au Congo central avec le Mbundu du Congo, et le sang coule avec le Kuruna Kinshasa. Il faut que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, nous devons engager notre peuple dans un processus électoral crédible et transparent. Et pour que ce processus ait lieu, nous devons trouver un consensus autour des lois électorales. Nous devons trouver un consensus autour de la CENI. Vous insistez sur le consensus. Le consensus. Okay. Mais comment les CID se préparent pour les élections de 2023? Non, les élections, nous les préparons chaque jour. Nous avons une commission électorale du parti en train de recruter, d'analyser les candidatures,
territoire par territoire, circonscription par circonscription. Et les idées aujourd'hui est heureux d'être implanté totalement dans les 25 provinces sur 26. Question de curiosité, Martin Fayulu sera à nouveau candidat à la présidentielle de 2023? Madame, on ne change pas l'équipe qui gagne. On ne change pas l'équipe qui gagne. Martin Fayulu a été élu. Je ne vais pas même dire que Martin Fayulu a été élu. Martin Fayulu a été plébiscité. C'est depuis 60, date à l'accession, l'année de l'accession de notre pays à l'indépendance, jusqu'à aujourd'hui, qu'on a vu un seul homme mobiliser tous les pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, Martin Fayulu. Je me rappelle encore ce temps, madame, lorsque Kalev Moutonde, de triste mémoire, qu'on est en train de rechercher, porté disparu, il disait, mais nous n'avons pas assez de personnel de sécurité pour encadrer les foules que Martin Fayulu draine. On n'avait pas un personnel de sécurité pour contenir les foules que Martin Fayulu draine. Donc, vous voyez, c'était un plébiscite parce que le processus qui avait conduit au choix de Martin Fayulu comme candidat commun avait des soutiens populaires. Donc, Martin Fayulu, ayant gagné l'élection, est privé de l'effectivité de l'impérium, et nous a engagés dans la résistance pour reconquérir la souveraineté du peuple congolais. Et il sera candidat à l'élection présidentielle de 2023. Et il va gagner cette élection. Il y aura encore de coalitions à faire, non? Mais les coalitions sont nécessaires dans un pays continent comme le nôtre. Personne ne peut gagner seul. Mais retenez, madame, l'élection présidentielle, c'est un contrat entre un peuple et un homme. Oui, mais s'il y aura par exemple des coalitions, on peut imaginer une coalition Martin Fayulu et FCC originelle, comme vous avez dit, non? Non, le problème de coalition, c'est que ça se fait sur carte. C'est le rapport de force qui détermine les coalitions. Nous sommes privés de la possibilité de coalition naturelle. Parce que si on avait les 2 tours des élections présidentielles, à ce moment-là, ça ne poserait même pas de problème. Tout le monde posait vos candidatures comme vous voulez. Ça peut être envisageable avec l'Union sacrée, par exemple? Non, mais parce que nous ne voulons pas qu'on touche à la Constitution, nous irons aux élections avec un seul tour. Nous ne voulons pas qu'on touche à la Constitution. Je parlais de la coalition. On peut imaginer Martin Fayulu à nouveau avec l'Union sacrée, par exemple? Je ne vais pas dire oui, je ne vais pas dire non, il faut attendre il faut attendre le moment opportun pour voir quelle sera la configuration des forces politiques en présence. Mais notre avantage, c'est d'avoir un candidat serein, populaire, ancré et porté par le peuple. Voilà. Et je pense que tous ceux qui seront en mal de positionnement viendront pour se greffer à Martin Fayulu de façon, comme d'habitude, d'avoir un peu de souffle dans l'opinion. Ok, nous sommes en train de chuter. Quel message avez-vous pour toutes les parties prenantes dans ces processus pour des véritables réformes électorales tant réclamées? Voilà, le message que nous avons, nous, est que nous voudrions que notre peuple porte et que les intellectuels congolais comprennent. C'est que nous avons besoin que les élections de 2023 soient de véritables élections libres, transparentes et crédibles. Et pour qu'on arrive là, c'est maintenant que nous devons préparer les élections avec des lois consensuelles. Nous ne voulons pas qu'un groupe d'individus se renferme et fabrique un gabelot électoral pour conduire le pays dans un nouveau cycle de violence. On nous a volé la victoire en 2018 parce qu'on n'était pas suffisamment préparé et organisé. Et on avait pris à court notre peuple. Madame, aujourd'hui, nous sommes préparés et nous nous préparons. Quiconque mettra l'idée dans sa tête qu'il va récidiver le vol et le braquage électoral en aura pour son compte. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin d'Objectif 2023. Un petit mot pour clôturer. Voilà. Je voudrais tout simplement dire à nos compatriotes qu'il faut faire confiance au commandant du peuple, Martin Fayulu Madidi, le président élu. Il ne pourra jamais trahir le peuple. Faites aussi confiance à l'ESIDE. Ne prenez pas les dupes de la honte. Ne prenez pas les dupes de la corruption. Ces différents dupes
doivent être restitués aux concessionnaires, revendus et l'argent remis au trésor public pour être affecté à Goma, où il y a des sinistrés, à Beni, où les militaires sont engagés au front, et à Ituri, et l'argent doit servir à construire les écoles et les hôpitaux. Voilà, ce numéro d'Objectif 2023 est terminé. Merci de le retrouver sur toutes les plateformes digitales d'actualité.cd, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Quant à moi, je vous retrouve prochainement et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.